Foire à Saint-Pierre, on va commencer comme ça, hein, comme on est dans les histoires. En 2004, vous décidez de créer votre maison, autoconstruction. Donc vous étudiez toutes les possibilités, vous aviez le chanvre, la paille, et vous optez pour la paille. Vous travaillez dans la filière automobile, c'est ça avant. Vous vous apercevez que, voilà, à ce moment-là, que la paille, c'est pas très très connu, qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'autoconstruction, qui utilisent la paille, et vous vous dites, tiens, pourquoi ne pas en faire un métier? Il n'y avait pas forcément encore beaucoup de gens qui se lançaient, mais j'avais vu des exemples américains et autres, ça semblait relativement évident en fait, comme système constructif. Et comme j'avais l'énorme avantage de ne pas être dans le bâtiment, j'avais pas d'a priori, et ça me semblait beaucoup plus répondre aux problématiques thermiques et environnementales que tout ce qu'on pouvait me proposer par ailleurs, et économique évidemment. Alors vous allez réussir à convaincre un partenaire de poids et de choix, le Toit Vosgien. Alors votre première réalisation, c'est pas avec de la paille d'ailleurs, hein, sur le Toit Vosgien, c'était en 2007. Quelques années plus tard, 2009, vous faites un 4 logements Gerdépal, je crois, premier bâtiment passif collectif français. C'est lui qui est certifié premier bâtiment passif. C'est ce projet-là qui va faire qu'on va mettre un zoom, un éclairage particulier sur la paille, et vous allez donc continuer à travailler avec ce bailleur social privé sur ces projets innovants. Vous travaillez toujours aujourd'hui avec lui? Oui, tout à fait, et c'est important de le souligner, il manque une roue dans le carrosse de la construction, c'est le maître d'ouvrage. On a parlé des filières, on a parlé des maîtres d'œuvre, on a parlé des entreprises, il faut aussi les maîtres d'ouvrage ouverts, et l'envie d'innover avec le Vosgien nous a donné la possibilité. J'insiste aussi sur le fait qu'on n'intègre pas la paille, je pense la plupart des écomatériaux en cours de route, comme une variante à la fin environnementale d'un projet, mais on construit bien autour du produit et dans une logique dès le début. Et donc les premiers projets sur lesquels on a travaillé étaient déjà trop avancés pour intégrer le matériau paille bien. C'est 22 maisons, je crois, en 2017. Ils avaient été plans en variante, mais c'était beaucoup trop gros encore par rapport aux contraintes du délai et les problèmes de mise en œuvre de la paille qu'on avait à l'époque. Beaucoup trop gros encore à l'époque, c'est plus le cas aujourd'hui, parce que depuis vous avez fait 26 logements, c'est l'ensemble Jules Ferry. Et aujourd'hui, vous êtes passé à une échelle industrielle. Est-ce qu'on peut utiliser ce mot-là? Alors c'est là où on va jouer dans les grands paradoxes. C'est que moi je serais presque plus corrosif qu'Étienne sur la partie création d'emplois. Je pense qu'il y a beaucoup d'emplois dans la filière paille. Simplement, c'est un problème d'imaginaire. C'est qu'aujourd'hui on voit des emplois qu'on sait bien identifiés dans des industries. Mais moi je pense que finalement les grosses unités industrielles créent finalement pas tant d'emplois que ça. Elles ont des gros besoins de capitaux en termes d'investissement. Et après finalement il n'y a pas tant d'emplois que ça. Dans l'industrie automobile, je voyais bien un peu comment ça tourne. Au niveau de la paille, son plus gros avantage et son plus gros inconvénient, c'est que la machine, c'est l'agriculteur qui l'a, ça s'appelle la botteleuse. Et que la botte de paille devienne de construction ou qu'elle reste dans le monde agricole, elle traversera la même machine. Et c'est cette spécificité-là qui fait qu'il n'y a pas de visibilité. Potentiellement, si on est capable de se mettre en cheville avec un agriculteur, on a une capacité de production qui est suffisante quasiment n'importe quel projet. Mais le problème qu'on va avoir derrière, c'est toujours de la logistique. C'est que tant que l'agriculteur, son objectif c'est de faire ses moissons, c'est pas de fournir des bottes de paille. Ça veut dire qu'on passera toujours comme deuxième priorité derrière la priorité numéro 1 qui essaie de faire ses moissons. Et c'est normal, absolument rien à dire là-dessus. Par contre, la filière paille n'a pas besoin d'industrialisation outre mesure, bien qu'aujourd'hui on passe pour des fournisseurs de fourrage, pour des gros projets comme Jules Ferry, qui rebottent en fait des grosses bottes en petites bottes au moment où on en a besoin. C'est parce qu'on a besoin de 4500 bottes et qu'on en avait besoin de manière séquencée à une époque qui n'est pas celle de la moisson. C'est les contraintes, je veux dire, d'un chantier moderne et d'un gros chantier. Il faut les stocker, il faut les transporter. Voilà. Mais notre problème n'est que logistique, il n'est pas industriel. Ou alors, on va considérer que l'industrie a un moment de stocker, mais c'est pas que pour le champ, ils ont besoin de stocker chez l'agriculteur le champ avant de l'utiliser. Nous, on a besoin de stocker des bottes de paille au sec, et au-delà de ça, le cahier des charges n'est pas beaucoup plus élevé. On a besoin d'une certaine longueur avec une certaine précision, qui est de l'ordre de quelques centimètres, on n'est pas au millimètre. On a besoin d'une densité, aux alentours de 100 km3, et surtout on a besoin que ça soit sec. Et qu'il n'y ait pas trop de fond dedans, quand c'est de la paille bio. Mais en dehors de ça, c'est là où c'est difficile de s'imaginer, c'est un produit qui est sorti du champ et utilisable directement pour faire les bâtiments les plus performants qu'on construit aujourd'hui. Et demain, dans une organisation des filières, je vois beaucoup les champs d'agriculture, je vois beaucoup des agriculteurs qui vont diversifier leurs sources de revenus, quelque part même pas leur activité, ils fabriquent déjà les bottes de paille. Simplement, au lieu d'utiliser la grosse botteleuse, ils utiliseront la petite botteleuse en général du père,
qui a été gardée, parce qu'on trouve très souvent encore, mais qui ne sont plus utilisées, parce qu'elles sont moins productives, évidemment. Et au lieu de vendre sa paille, j'ai plus les prix en tête, mais pas grand-chose, elle sera vendue 1, 2, 3, 4 euros la botte. Aujourd'hui, qu'on paye 2 euros ou 4 euros la botte sur un bâtiment comme Jules Ferry, ça change rien à la fin. Donc on peut payer de la valeur ajoutée sur la botte de paille, parce que de toute façon c'est un isolant qui fournit, nous reviendra toujours à moins de 10 euros du mètre carré pour un bâtiment passif. Vous pouvez sortir n'importe quel isolant à 10 euros du mètre carré, vous n'avez rien, même en produit du mauvais côté. Alors comment on fait pour mettre un petit peu d'huile dans les rouages, pour faire que ça fonctionne un peu mieux, pour que les agriculteurs aillent vers la taille de alors c'est toujours la théorie de la poule et de l'œuf, hein. On a toujours le problème de la poule et de l'œuf, c'est que maintenant, on peut le dire d'un côté, il n'y a pas de débouchés. Je pense que plus on va construire des gros bâtiments en paille, plus on va se rendre compte qu'il y a des débouchés. Il faut qu'on ait des endroits où on peut se fournir. Alors, tant pour des gros projets, on parle de milliers de bottes, mais je dirais pire encore pour les petits projets, pour les artisans qui vont vouloir mettre en vente une maison, si ils doivent organiser leur chantier 18 mois à l'avance, grosso modo, pour séquencer, on va décourager énormément de personnes. Il faudrait pouvoir se fournir, alors je ne dis pas dans tous les négociations de matériaux, ça n'a pas trop de sens, mais qui est au moins un guichet d'entrée, par exemple dans les Vosges avec la Chambre d'agriculture, qui dit qu'il y a un certain nombre de paysans motivés qui tiennent à disposition des bottes de taille standard. De toute façon, on construit avec des bottes de 80 cm, grosso modo. Après, on peut avoir des variantes, mais grosso modo, on construit toujours avec les mêmes bottes, et qu'elles soient disponibles sur quelques centaines, quelques milliers d'unités. Quelques mots sur ce qu'on voit là. Alors alors par contre, voilà, je voulais en venir là-dessus. Pour moi, c'est industriel, et en même temps, c'est de la logistique. C'est les bottes de paille qui sont... Ça, c'est les caissons préfabriqués de la résidence Jules Ferry. Donc, on a fait 700 caissons. Alors ça, c'est une version réduite, parce que c'était la maquette, mais les caissons normaux font 3 mètres carrés, 2 mètres 50 par 1 mètre 20. Et l'idée, c'était, suite à l'expérience de GRDPAL, où on a construit 4 logements en grosses bottes de paille dites, bottes de paille matelas, qui sont fixées mécaniquement sur le bâtiment, et qui ont posé des problèmes parce qu'on a monté dans la montagne vosgienne à l'automne, on a eu des problèmes avec la pluie, et comme tous les chantiers de paille, on monte in situ. À un moment ou à un autre, on a toujours des problèmes avec la pluie. De cette première expérience avec le toit vosgien, on en a retiré que le système paille fonctionnait très bien, atteignait ses performances au niveau enveloppe du bâtiment, atteignait ses performances au niveau économique sur la maîtrise du coût de construction du bâtiment. Par contre, si on allait construire avec le 7, on n'allait pas ramener de la botte brute sur chantier, sinon on transformait en étable le chantier, clairement, et on allait avoir des énormes problèmes avec la pluie. Donc, l'idée était de dire comment on conditionne cette botte de paille pour en faire un composant de construction. De la même manière qu'on construit du panneau contre-collé, et là aussi, on pourra avoir une discussion très importante sur pourquoi et comment nous n'arrivons pas à avoir des panneaux contre-collés fabriqués en Lorraine, alors qu'on a la ressource bois qui est relativement semblable à celle qui fournit les panneaux KLH, pour ne pas les nommer. Ça, c'est un premier sujet. Et en tout cas, on a un composant qui arrive sur le chantier, on le lève, on l'assemble, et on avance sur la construction. On a voulu faire la même chose avec le composant paille, sans passer par le remplissage in situ. Et en fait, très simplement, on a reconstitué un composant qui est un caisson constitué de 5 bottes. Et on va dire que c'est industriel, sauf que, et c'est ça aussi un des problèmes de l'imaginaire de la transition, qui n'est pas seulement énergétique, c'est qu'on n'a pas été chercher un fabricant de caissons paille, ça n'existe pas. On ne l'a pas demandé de le faire non plus au charpentier, parce que sinon, il arrêtait son atelier pendant 2 mois juste pour remplir des bottes de paille. On a été chercher l'analogie de forme dans l'industrie existante, qui était la plus proche de ce qu'on cherchait. Et c'était quoi? C'est un fabricant de caisse-palette. Tout simplement, c'est une grosse caisse. Et donc, on a rencontré un fabricant de caisse-palette. On lui a expliqué, il a trouvé très bizarre qu'on veuille faire des caisses remplies de paille. Mais pour lui, techniquement, il faut fournir un plan, c'est une caisse. Une caisse, c'est une caisse. Il sait très bien le faire. Et il a fait exactement les caisses dont on avait besoin, qui sont des caisses donc, montées avec du panneau DWD, qui est un panneau qui est résistant à l'eau, et qui est monté cloué collé, avec une colle résistante à l'eau, qui fait qu'on a un caisson qu'on peut monter sous pluie battante. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. On crée un caisson dans lequel la paille est protégée, et le caisson en lui-même, alors je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails, parce que là, on ne fait pas l'analyse du bâtiment, mais le caisson, donc, il a une âme en panneau fibre de bois. On a des tasseaux bois massif, bois local, qui sont de chaque côté, et quand on reconstitue 2 caissons, ça crée une pouterie qu'on vient couturer caisson contre caisson. Et en fait, ensuite, ça devient semi-structurel pour porter les vêtures extérieures. Donc en fait,
l'idée est toujours d'avoir un système constructif extrêmement simple. Un panneau bois massif qui fait finition intérieure, qui fait structure, qui fait étanchéité à l'air, contreventement, enfin qui fait toute la partie structurelle. Un caisson qui intègre isolation et qui en même temps porte la structure de vêture extérieure. Voilà. L'idée, c'est pour nous, de toute façon, c'est un conditionnement de la paille sous une forme qui permette de résoudre ces problèmes classiques. Mais c'est industriel, mais c'est dans le tissu existant. Ça nécessite pas. Et pour moi, c'est vraiment ça l'illustration de la transition énergétique, c'est comment, avec les mêmes personnes, faire différemment et faire des choses radicalement innovantes. C'est pas créer des nouvelles filières à côté des anciennes filières, c'est arrêter ce qui ne marche pas parce que énergétiquement c'est insoutenable, en termes de matériaux c'est insoutenable, et aller vers des choses. Voilà, l'innovation, c'est de mettre une botte de paille dans une caisse. Oui, ça peut se faire.